je n'ai pas de réponse à votre question. C'est une observation que j'ai faite. Simplement en réagissant, en disant que sur ce plan, la créativité, la haute culture n'était pas morte. Et j'ai pris deux exemples, le cinéma et l'architecture. Ce n'est pas forcément le lien avec l'industrie, parce que l'industrie, au contraire, pourrait plutôt provoquer des produits de masse. Parce que d'ailleurs, on ne peut pas dire que l'architecture, dans l'urbanisme aujourd'hui, soit... c'est pas un enchantement. Quand je parlais de créativité architecturale, c'est en général dans des bâtiments d'exception. C'est les musées, bon, où là il y a des choses remarquables. Tandis que là, le bâtiment où c'est vraiment l'industrie, bon, c'est assez monotone. Donc, et puis même, on pourrait retourner votre argument parce que parfois l'industrie du cinéma, il y a tellement des objectifs de rentabilité que ça produit plutôt des films répétitifs. Parce que quand on a trouvé une formule, on la répète pour essayer de capter le public. Quand on fait Batman 1, on va faire Batman 2, Batman 3. Vous voyez, ça devient... Ils ne sont pas forcément nuls, c'est pas la question. Mais c'est pas de la haute culture. Tandis que, quand je prenais des exemples de films roumains, des films égyptiens, des films magnifiques, des films argentins, c'est avec des petits budgets. C'est pas des grosses formations. Donc, vous savez, c'est pas parce que c'est de l'industrie que c'est créatif, ça peut être l'inverse. Mais pas forcément. Je crois que dans ce domaine-là, il n'y a pas de loi. Hein. Oui, quand même, oui. Mais, oui, parce que si on refait tout le temps les mêmes choses, ça a peu d'effets spectaculaires, sauf à Las Vegas. Il y a quand même une architecture intéressante, hein, postmoderne. Hein, on refait une tour Eiffel, c'est spectaculaire, mais parce que c'est spectaculaire parce que là c'est une vraie copie. C'est une copie et qui se présente comme une copie. Donc c'est quand même tout à fait particulier à Las Vegas. Et ça ne peut pas suffire à... Mais la singularité, elle n'est pas forcément d'ailleurs, dans le cas de Jean Nouvel, il ne fait pas forcément des œuvres absolument spectaculaires. Quand on voit par exemple la Fondation Cartier à Paris, c'est une architecture très subtile qui joue sur le dedans et le dehors, la nature et l'intérieur, le bâtiment, les reflets. Mais quand on passe dans la rue, on voit un mur de verre. Il n'y a rien de spectaculaire. C'est pas le Guggenheim de Bilbao. Là, on est dans le spectaculaire. Le spectaculaire, d'ailleurs, ne doit... Je sais bien que les architectes, en général, n'aiment pas. Parce qu'ils considèrent que c'est de la gratuité. Je les trouve sévères. Je les trouve vraiment sévères. Je pense que le caractère spectaculaire dans l'architecture, il faut réfléchir dessus. C'est pas que du cinéma. Ça a une fonction dans la ville. La ville, elle a besoin d'emblèmes. Elle a besoin de pôles forts. Si on écoute, ça m'est arrivé de parler des architectes de monde.
il dénonce Frank Gehry parce qu'il trouve que c'est comme un sculpteur, il fait des œuvres, hein, si vous connaissez. Donc c'est une architecture un peu gratuite, ludique, mais donc qui n'est pas porteuse de quelque chose de fort. Moi, je ne partage pas cette opinion. Dans le cas de Guggenheim, de Bilbao, voilà un exemple d'une architecture qui a été capable de changer une ville. C'est un effet considérable. Il y a quand même peu de créations artistiques qui peuvent avoir la fierté d'avoir changé l'image. Bon, la Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel, c'était pour une exposition, bon. Mais là, la municipalité a pris un risque, ils ont fait appel à Gehry, qui a fait un chef-d'œuvre. Et depuis là, c'est devenu des villes les plus attractives d'Espagne, peut-être plus que de l'Espagne. Et puis, en permanence, la ville se veut créative. Ils ont développé après des quartiers avec des architectures créatives. Voilà pourquoi je pense que il ne faut pas être aussi sévère sur le spectacle quand il est magnifique comme il est à Bilbao. La pyramide de Paye, elle est moins spectaculaire parce qu'elle est du Louvre, mais quand même elle a changé l'image du musée du Louvre. Ça attire les touristes, ça attire le monde. Je pense que les architectes, souvent, ils ne voient que la rationalité, la cohérence de l'œuvre. Mais l'architecture, c'est aussi des symboles. C'est d'ailleurs une des plus... Dans la culture, je trouve que l'architecture, c'est un symbole fantastique parce que c'est un art qui est visible par tous. Même si c'est privé, c'est la ville. Et la ville, c'est quelque chose de collectif. Et la ville, si on écoute ce genre de critique, il faudrait une ville qu'avec des choses qui ont une fonction bonne pour les habitants. L'intention est noble, je comprends très bien. En même temps, je pense que ce serait une ville triste s'il n'y avait pas un peu de folie. Un peu de folie, ce musée de Guggenheim, c'est incroyable. Hein. Mais c'est sa folie qui fait sa valeur, sa singularité, extrême. On est sidéré par voir une chose aussi belle, aussi puissante. Le dénoncer parce que c'est une œuvre d'artiste, je ne partage pas ça, parce que c'est une œuvre d'artiste, oui, mais qui est vue par tous les gens de la ville, par les touristes du monde entier. Bon, la critique, je la trouve pas juste. Je suis pour la singularité, moi, dans ce cas-là. On manque de singularité. Je trouve que, par exemple, dans ma ville, à Grenoble, ils ont construit il y a quelques années un musée, qui est un très beau musée, mais il n'a pas de singularité. Je pense que on aurait pu faire quelque chose de... L'architecture, elle permet aux gens de vivre, bien, il faut habiter l'architecture, bien sûr. Mais il n'y a pas qu'habiter. La machine à habiter de Le Corbusier, elle ne correspond pas aux gens. Les gens, c'est plutôt Heidegger qui a raison là. Hein. Habitent en poète, ils ont il y a de l'imaginaire dans l'architecture. Et je trouve que les architectes, ils ne tirent pas les conséquences. Enfin, les architectes, ceux qui critiquent, disons, hein, Frank Gehry et toutes les déconstructionnistes, hein, même si Gehry n'accepte pas le terme, mais
quand même, c'est assez proche. C'est une question de mots après. J'étais à Lyon, c'est une ville française, alors vous la connaissez peut-être, mais il y a un nouveau musée, le musée des Confluences. C'est alors typiquement une architecture déconstructionniste. Ça a coûté d'ailleurs une fortune. Mais ça change complètement le quartier. On l'aime ou on l'aime pas, le musée Sapin, mais c'est vraiment créatif quand même. C'est une sorte de machine complètement déconstructionniste. Hein. À partir de là, il y a tous des nouveaux quartiers qui se construisent. Ça donne une image moderne à la ville de Lyon, une ville bourgeoise. Je pense que nous avons besoin de ça. Dans un monde de flux dématérialisés, où tout se passe sur des écrans, l'architecture a le mérite extrême, sublime, de réinvestir le sensible. L'espace, et pas un espace virtuel, l'espace urbain. Or, on est avec nos smartphones, mais on continue quand même à vivre dans les villes. Alors, moi, j'aime beaucoup l'architecture. Je trouve que c'est l'art probablement qui a les effets les plus porteuses d'avenir. Il y a des réalisations admirables que l'on voit, même si je ne suis pas un expert, hein, pas du tout, mais je suis frappé par la puissance de l'architecture. On retrouve peut-être ça de ce qu'a été l'architecture dans l'histoire. C'était quand même le grand art. Hein. Après, non, ça a été plutôt la peinture, des choses comme ça. Mais l'architecture, c'est un art qui est pour l'homme. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans une galerie, on n'est pas obligé d'aller dans un musée. L'architecture change l'espace. C'est ça qui fait que pour moi, c'est de la haute culture. Quand on voit l'histoire de l'architecture moderne, il est commandé par un idéal fonctionnaliste. Et cet idéal fonctionnaliste, chez Loos par exemple, il y a un puritanisme redoutable. Hein. La rigueur, qui a pu d'ailleurs donner de vrais chefs-d'œuvre. La Villa Savoie de Le Corbusier est magnifique. Encore aujourd'hui, c'est superbe. Elle n'est pas trop puritaine, mais quand même, elle a un côté austère. Voilà. Cette architecture-là, elle est commandée par un idéal d'économie des moyens, de rigueur, de fonctionnalité. Il faut éliminer tout l'ornement. Hein, c'est le grand fondement de l'architecture. Le Corbusier dit bon, l'ornement, c'est le mensonge. C'est l'architecture bourgeoise. Il faut une architecture, comme le dit Le Corbusier dans son texte, qui est comme une machine. La machine, c'est une logique d'ingénieur. Tout fonctionne, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose en plus. Hein, c'est ça. Donc il faut éliminer, donc alléger. Ça, il faut alléger. Le résultat, il n'est pas toujours léger. Hein, quand on voit les œuvres de Loos, le résultat final, il n'est pas tellement léger. Cet fonctionnalisme qui a pu aller jusqu'au minimalisme, hein, dans les gratte-ciel, le gratte-ciel, il est à la fois léger et à la fois lourd. Il est léger souvent parce qu'il s'élève dans le ciel quand même. Hein. Il est en verre, il y a dans les tours de New York, c'est superbe quand même. Et en même temps, il y a un côté qui écrase, hein, dans le gratte-ciel. Le gratte-ciel avec surtout les années 50, c'était ce côté, une architecture minimale. Hein. Mies van der Rohe, premier qui a l'image d'une tour
Elle n'a pas été réalisée d'ailleurs, la sienne, hein, au départ dans les années 20, je crois, hein, en verre. C'est un utopiste formidable. Mietandero. Less is more. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le minimalisme n'est pas mort. Il y a de nombreux designers et architectes qui sont toujours, pas comme à l'origine, mais quand même, ils ne renient pas ce minimalisme. Ils y voient dans le moins, ils y voient la puissance, l'équilibre, la beauté. Et c'est vrai, il y a une beauté minimaliste. Il peut y avoir une beauté de l'ascétique d'ailleurs, une beauté zen. Cistérienne, peut-être pas. Peut-être pas. Faut pas exagérer. Là, c'est le dépouillement, hein, carrément. Mais il y a beaucoup de... J'en cite, hein, mais vous les connaissez mieux que moi. Vous êtes architecte vous-même, oui, vous les connaissez mieux que moi, mais j'en cite beaucoup dans le chapitre où ils sont très célèbres, d'ailleurs, ils sont même à la mode. Mais, en même temps, depuis le courant, disons, postmoderne, hein, il y a l'idée que less is more, c'est faux, less is more. Oh, bon, c'est répétitif, on fait toujours des cubes, des parallélépipèdes, et donc c'est une architecture sans âme, en gros. Et les courants dits postmodernes des années 70, hein, 80, vont pour la première fois, après presque 100 ans, dire non, on va faire autre chose, on va réinvestir les traditions, le passé, on va remettre du décoratif, des colonnes, là, c'est vrai, c'est postmoderne. Et donc, mais même maintenant, d'ailleurs, le postmodernisme en architecture, ça a été une mode. Ça a été une mode. Mais, donc, nous avons aujourd'hui le minimalisme qui continue et des courants déconstructionnistes qui ne sont d'ailleurs ni l'un ni l'autre. Je pense à des architectures comme Toyo Ito. Je pense à l'architecture irakienne Zaha Hadid. Et puis le cabinet d'architectes, les deux là qui ont fait le... Oh, excusez-moi, je suis très fatigué, donc les noms, comment ils s'appellent ceux qui ont fait à Lausanne Sana. Sana, hein, c'est ça. Voilà, Sana, c'est ça. C'est pas des constructionnistes. Hein. Ils travaillent sur la transparence. C'est des œuvres remarquables, admirables. Ils travaillent sur le... Donc, à ce moment-là, c'est pas non plus ludique. Le ludisme, il a été vraiment revendiqué à un moment donné chez les postmodernes, hein, avec des clins d'œil. Hein, on refait les places à l'italienne. Il y en a eu beaucoup, c'est une sorte de plagiat, le second degré. Mais l'architecture fun, elle a vite ses limites, je crois. Parce qu'il prenait le modèle de Las Vegas. Hein, bon, alors, sur il prenait modèle sur les restaurants avec des... Bon, oui, mais ça fait pas une ville, ça. On peut faire bon, c'est bien pour une entrée, pour
un centre commercial, aussi pour peut-être pour faire un parc de loisirs. Mais enfin, faire des architectures comme ça, on voit que c'est pas celle-là qui se développe. Donc, dans tous les cas, me semble-t-il, l'architecture n'est plus de type austère, puritaine, au sens où les architectes, là, étaient peut-être plus préoccupés par la logique de leur bâtiment que par l'impact sur le vécu, en quelque sorte. Je sais bien que Le Corbusier ne dit pas ça, parce qu'il dit quand même il faut l'air, le soleil, mais enfin, ça a donné un fonctionnalisme. Le résultat, comme vous le savez, il est très discuté, hein, il a fait des chefs-d'œuvre, mais enfin, la ville fonctionnaliste, c'est un cauchemar. Quand même, il y a un vrai problème, parce que c'est inhabitable. C'est les banlieues des années 60, c'est les cités dortoirs. Peut-être que Le Corbusier ne voulait pas ça, je ne suis pas expert, hein, mais quand même, ça l'a inspiré. Le résultat final, c'est que ce fonctionnalisme strict, à mon avis, c'est un échec. La preuve, c'est que maintenant, on les rase. Hein, on essaye de trouver des choses plus à échelle humaine. Peut-être que la maison de Le Corbusier à Marseille a du succès. Il paraît qu'on est bien dans cette maison, peut-être. Mais enfin, si on généralise ce genre de bloc, vous voyez le genre de ville qu'on produit. À mes yeux, ce n'est pas une ville souhaitable. Alors, est-ce que... Je pense qu'aujourd'hui, on s'oriente vers des architectures complexes. C'est le complexe, me semble-t-il, qui me paraît... Parce que ça réunit aussi bien Toyo Ito que Zaha Hadid ou que Sanaa. Une extrême complexité. Le Rolex, c'est le Rolex Center à Lausanne. C'est extraordinaire. Je suis très admiratif, hein, de ça, mais aussi les architectures de Porzampar, avec, dans cette complexité, la dimension de la sensualité. Que là, ça, quand même, on ne la trouvait pas. Dans le gratte-ciel, on peut aimer, on peut être impressionné, c'est pas sensuel. Hein, c'est phallique, mais c'est pas sensuel. Et là, je vois que dans Zaha Hadid, c'était magnifique, c'est que des formes courbes, des porte-à-faux. Je suis très admiratif aussi de Zaha Hadid. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que l'époque contemporaine, elle ouvre des architectures multiples. On est dans la diversité possible que le fonctionnalisme ne permettait pas, parce qu'il fallait des choses orthogonales. Et là, on peut continuer à le faire, mais on peut faire aussi autre chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je crois dans l'architecture de demain, parce qu'elle va permettre des esthétiques diverses. Plusieurs types d'architecture. Tandis que, quand même, en gros, l'architecture moderniste, elle a permis des diversités, quand même, il y a des très belles choses. Hein. Mais ce primat du géométrique limitait quand même énormément. Tandis que maintenant, il n'y a plus, en quelque sorte, un impératif. Je pense que donc ça ouvre au talent. La diversité, elle ne donne pas forcément des belles choses, hein, mais elle peut permettre des choses plus singulières. Merci.